F et G, deux fonctions définies sur l'intervalle semi-ouvert AB, à valeur dans R, localement intégrale, G positive, et l'intégrale généralisée somme de A à B de G convergente. Si F est équivalent à G au voisinage de B, alors l'intégrale généralisée somme de A à B de F est convergente, et les fonctions somme de X, la fonction somme de X à B de F de T dt est négligeable devant la fonction somme de X à B de G de D de T au voisinage de B. On a la même chose avec équivalent. Et la même chose avec ces deux intervalles. Démonstration, epsilon positif, il existe, je traduis ça, A tel que on est ça. Mais à ce moment-là, comme celle-là est convergente, alors pourquoi est-ce que celle-là est convergente? Parce que somme de A à D de G de T dt est convergente. Donc celle-là va être convergente, parce qu'elle est plus petite, et donc elle est même absolument convergente, donc convergente, et donc somme de A à B va être convergente. Si je prends X entre A et B, valeur absolue de la somme de F de T dt va être inférieure, je fais rentrer la valeur absolue, donc inférieure ou égale à ça, égale ça parce que G est positif, et donc là je vois que somme de X à B de F de T dt est négligeable devant somme de X à B de G de T dt. Alors évidemment, ça existe, tout ça, ça existe pourquoi? Parce que celle-là est convergente, et puis que j'avais démontré que celle-là était convergente. Donc, si je prends n'importe quel X inférieur à B, ça reste vrai, c'est convergent aussi. Deuxième cas, la GF moins G qui est négligeable devant G. Donc, d'après ce qu'on vient de voir, ça implique que somme de F moins G est convergent. Mais comme somme de G est convergent, j'en déduis que somme de F est convergent. Par ailleurs, on a démontré qu'on avait ça. Et donc là, je sépare en deux intégrales. Et donc ça me dit exactement que cette fonction-là est négligeable devant celle-là. Propriété, si f et g, toujours de l'intervalle AB vers R, localement intégrable, G positive, mais cette fois-ci somme de A à B de G qui est divergent. Alors si f est négligeable devant G au voisinage de B, la fonction somme de AX de f est négligeable devant la fonction somme de AX de G au voisinage de B. Et si c'est équivalent, eh bien c'est pareil. Idem pour ces deux intervalles. Démonstration. Pour epsilon positif, il existe A, tel que quand on a ça, on a ça. Alors, bon, tout ça c'est évident, j'ai ça. Donc, ça s'échale. Et puis c'est l'inégalité triangulaire. Alors, somme de AX de F de T dt, enfin de valeur absolue de F de T dt. C'est inférieur ou égal à la somme de AX de epsilon G de T dt. Donc je sors le epsilon, et G est positif. D'accord? Voilà. G est positif et somme de A à B de G est divergente. Donc cette fonction grand G de X égale somme de AX de G dt pour X inférieur à B, qui est croissante parce que G est positif, n'est donc pas majorée. Donc elle tend vers plus l'infini. Et donc, comme j'ai ça, en valeur absolue, qui est inférieur ou égal à ça c'est une constante, ça ne dépend pas de X, plus ça, je vais diviser par ça. Alors, je sais que ça tend vers plus l'infini, donc je peux avoir G de X positif en prenant X assez grand. Assez grand, ça veut dire assez près de B. Et donc, je vais me retrouver avec ça. Et comme ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, j'ai ça sur un voisinage de B qui va être inférieur ou égal à ça. D'accord? Il existe V supérieur à U tel que on est ça. Donc, en fait, je peux rendre ça inférieur à epsilon sur 2, puisque ça tend vers 0. Et donc, je peux rendre ça inférieur ou égal à 3,5 de epsilon sur un voisinage de B. Et donc, ça me dit exactement que somme de AX de F de T dt en valeur absolue est inférieure ou égale à 3,5 de epsilon multiplié par ça. Alors, si j'avais pris au lieu de epsilon un epsilon prime égal à 2 tiers de epsilon, eh bien j'aurais ici un epsilon. Mais là, ça se traduit donc par le fait que cette fonction-là est négligeable devant celle-là. Alors maintenant, si f et g sont équivalentes, eh bien j'ai ça, f moins g est négligeable devant g, donc je fais pareil que tout à l'heure, ça, d'accord, et je sépare en deux intégrales,
Et ça me dit exactement que cette fonction-là est négligeable devant cette fonction-là. Tout ça, ça existe, hein, parce que x, là, il faut bien comprendre, hein, partout dans ce que j'ai écrit ici, le x, il est inférieur à b. On est très près de b, mais il est inférieur à b. Exercice, on va étudier cette intégrale. Alors cette fonction-là est continue, donc localement intégrable. Et pour t supérieur à 1, on a t carré qui est supérieur à t. Et on a cette inégalité. Et comme cette intégrale-là est convergente, ça on l'a déjà vu, hein, je rappelle comment, hein, il suffit de l'intégrer, du voir que ça tend vers 1, alors on en déduit que l'autre est convergente. On va prendre cette fonction-là. Pourquoi? Parce que si on la dérive, alors on la prend sur 1 plus l'infini pour ne pas avoir de problème avec 0. Si on la dérive, on trouve que ça fait ça. Et donc on va pouvoir dire qu'elle est équivalente à exponentielle de moins x2 au voisinage de plus l'infini. De plus, ça c'est une intégrale qui est convergente. Donc d'après la propriété qu'on a vue précédemment, on peut en déduire que la somme de 1 à plus l'infini de f' de t dt est convergente. Mais, et en plus, que somme de x à plus l'infini de f' de t dt est équivalent à la somme de x à plus l'infini d'exponentielle moins t2 dt. Alors, ça, quand on l'intègre, il faut dire que c'est la limite de somme de x à y quand y tend vers plus l'infini. Alors, somme de x à y de f' de t dt, c'est f de y moins f de x, donc ça fait ça. Et ça tend vers 0, donc ça tend vers ça. D'accord? Donc, en fait, ça, c'est égal à ça. Et donc ça, on vient de dire que c'était équivalent à ça. Voilà. Donc, j'obtiens bien cette équivalence au voisinage de plus l'infini. Exercice 2, même chose, mais avec cette intégrale. Divergente, évidemment, parce qu'exponentielle t2 est supérieure ou égale à 1, et que cette intégrale est divergente. Donc, on reprend ça, qu'on redérive, hein, et on trouve ça équivalent à l'exponentielle x2. Alors cette fois-ci, on a ça qui est positif, et exponentielle de t2 dt était divergent. Donc d'après la propriété précédente, on en déduit que somme de 1 à x de f' de t dt est équivalent à somme de 1 à x d'exponentielle t2 dt. Alors si je calcule ça, ça fait f de x moins f de 1, c'est-à-dire ça, d'où je déduis que cette intégrale-là est équivalente à ça. Et comme ça tend vers plus l'infini, c'est équivalent à exponentielle x2 sur 2x. Donc, la fonction somme de 1 à x d'exponentielle t2 dt est équivalente à l'exponentielle x2 sur 2x au voisinage de plus l'infini. Dernière propriété, fg de ab vers r localement intégrable, toutes les deux, avec g positive, et la limite de f de t sur g de t, qui est égale à k, un nombre réel, quand t tend vers b. Alors, si somme de a à b de g de t dt est une intégrale convergente, généralisée convergente, alors somme de a à b de f de t dt est absolument convergente. Et si somme de a à b g de t dt est divergente et que k est différent de 0, alors somme de a à b de f de t dt est divergente. Démonstration, epsilon positif. Bon, il existe un voisinage de b pour lequel on a ça. Hein. Et donc ça implique que k moins epsilon est inférieur à ça, Et donc en multipliant par g de t qui est positif, f de t, on va avoir la valeur absolue de f de t. Bon, j'aurais pu en fait le faire directement ici, qui va être inférieur ou égal à epsilon plus k g de t, car g est positif. Alors somme de a à b de g de t dt est convergente. Alors si elle est convergente, alors évidemment ça converge de grand A à B. Hein, et à ce moment-là, en multipliant par epsilon plus valeur absolue de k, j'obtiens encore une intégrale convergente. Et comme l'autre est positive et plus petite, j'obtiens qu'elle est aussi convergente entre A et B, et donc absolument convergente entre A et B. Donc somme de A à B de f de t dt est absolument convergente. Petit 2, si k est différent de 0, f de t sur g de t tend vers k, donc f de t va être du signe de k au voisinage de b. Si k est positif,
f sera donc positif sur un intervalle, sur un voisinage de b, donc comme ça, et la limite de g de t sur f de t va être égale à 1 sur k. Donc je reprends ce que j'ai démontré avant, et je vais dire que si somme de a à b de f de t dt est convergente, puisqu'il est positif, et l'autre, somme de a à b de g de t dt va être convergente. Donc si celui-là diverge, l'autre va diverger. Et c'est bien ce que je voulais avoir. Et si k est négatif, je dis que moins f est positif, et puis tout le reste reste vrai. De la somme de g, alors là je vais utiliser le résultat précédent. Si ça diverge, alors ça, mais je le remplace par moins f, est divergent. Et évidemment, en multipliant par moins 1, j'obtiens que somme de a à b de f de t dt est divergent. Soit f une fonction définie sur l'intervalle semi-ouvert AB en direction de grand R, localement intégrale, telle que la limite, il existe alpha, un nombre réel, tel que la limite quand t tend vers a de t moins a à la puissance alpha f de t existe, est égal à k. Alors, si alpha est inférieur à 1, on peut dire que l'intégrale généralisée somme de a à b de f de t dt est absolument convergente. Et si alpha est supérieur ou égal à 1 et k différent de 0, on peut dire que l'intégrale est divergente. Démonstration évidente avec ce qu'on a démontré précédemment. Si t, on considère g de AB vers R, égale donc à 1 sur t moins a à la puissance alpha, limite de f de t sur g de t, c'est cette limite-là, donc c'est k, quand t tend vers A. Et comme g est positive, on utilise la propriété précédente. Alors si alpha est inférieur à 1, donc on sait que ça, l'intégrale de 1 sur t moins a à la puissance alpha dt entre a et b est convergente. Donc d'après la propriété précédente, l'autre va être absolument convergente. Et si alpha est supérieur ou égal à 1, eh bien à ce moment-là, l'intégrale de g de t dt est divergente. Et donc, on sait d'après la propriété précédente que si k est différent de 0, somme de a à b de f de t dt est divergente. De même, avec f de a plus l'infini vers r, localement intégrable, telle que la limite de f de t multiplié par t puissance alpha quand t tend vers plus l'infini existe est égale à k. Alors, si alpha est supérieur à 1, cette intégrale-là est absolument convergente, et si alpha est inférieur ou égal à 1, et k différent de 0, elle est divergente. Démonstration, toujours, c'est la même chose, on prend cette fonction-là, positive, la limite de f sur g est égale à k, quand a, là c'est l'inverse, quand a est supérieur à 1, l'intégrale de g est convergente, donc d'après la propriété précédente, l'intégrale de f va être absolument convergente, et quand alpha est supérieur ou égal à 1, celle de g est divergente, donc si k est différent de 0, avec la propriété précédente, on en déduit que l'intégrale de f est divergente. On dit qu'une intégrale généralisée est semi-convergente quand elle est convergente, mais pas absolument convergente. Dans ce cas-là, la somme de a à b quand c'est en tout cas de a à b de norme de f de t dt va être égale à plus l'infini. Alors on dit que somme de a à b de f de t dt donc, est semi-convergente. Exemple, eh bien avec f, alors on définit de la même chose avec cet intervalle AB. Donc un exemple d'intégrale qui est semi-convergente, ça va être l'intégrale de sinus t sur t dt entre 0 et plus l'infini. Donc on considère cette fonction définie comme ça pour t différent de 0, et qui a pour image 1 en 0, elle est donc continue, puisqu'on sait que la limite de sinus t sur t quand t tend vers 0 est égale à 1. Donc elle est continue, donc elle est donc localement intégrable. Le problème n'existe qu'en plus l'infini pour savoir si elle est absolument convergente. Alors pour x supérieur à 1, pour éviter les problèmes en 0, je prends ça et j'intègre le sinus t par 1 moins cosinus t. Donc je fais une intégration par partie, je vous laisse vérifier facilement.
Et là, je dis que la valeur absolue de ça, c'est inférieur ou égal, évidemment, à 1 plus 1, 2 sur T2. Et comme cette intégrale est convergente, j'en déduis que celle-là va être absolument convergente, donc convergente. Par ailleurs, ça, c'est inférieur ou égal à 2 sur D, donc quand x tend vers plus l'infini, ici, ça tend vers 0. Il va rester que la valeur en 1 qu'on enlève, c'est-à-dire moins 1 plus cosinus 1. Et donc, l'égalité qui est ici montre que somme de 1 plus l'infini de sinus t dt est convergente, qu'elle est égale à la somme de 1 plus l'infini de 1 moins cosinus t sur t dt, moins 1 plus cosinus 1. Alors, la fonction cosinus t moins cosinus 0 sur t moins 0 tend vers la dérivée du cosinus en 0, c'est-à-dire moins sinus 0 égale 0. Donc ça veut dire que ça, alors ça c'est en prenant son opposé, la fonction qui est égale à ça pour t différent de 0 à 0 en 0, elle est continue, donc localement intégrable sur 0 plus l'infini. Donc comme ces deux intégrales-là existaient entre 1 et plus l'infini, ces deux intégrales vont exister entre 0 et plus l'infini. On a deux intégrales convergentes. Alors maintenant, si je prends l'intervalle IN égale à ça, donc un intervalle de longueur NP, la valeur absolue de sinus t sur t est supérieure ou égale à la valeur absolue de sinus t sur le plus grand des deux, c'est-à-dire NP. Et donc j'ai ça qui va être supérieur à ça. D'accord? Alors si n est impair, eh bien sinus t est positif sur IN, et ça est égal à ça, et ça s'intègre par du moins cosinus t, et en NP, ça vaut moins 1, c'est-à-dire 1, puis en n-1 pi, ça vaut moins 1 qu'on enlève, donc ça fait 1 plus 1, 2. Et si n pair, c'est presque pareil, c'est-à-dire que le sinus t va être négatif sur IN, donc la valeur absolue est égale à moins sinus t, et ça est égal à ça, et de la même façon on trouve 2. Donc dans les deux cas, en fait, on a ça, ce qui était évident, hein, parce que quand on trace valeur absolue de sinus t sur un dessin, ça fait ça, et chaque demi-sinusoïde a une aire égale à 2. Donc, bref, ça fait ça, et si je prends maintenant somme de 0 à npi de valeur absolue de sinus t sur t dt, donc je vais dire que c'est somme de 0 pi à 1 pi, plus somme de 1 pi à 2 pi, plus somme de 2 pi à 3 pi, etc. Et à chaque fois, je vais dire que chacun est supérieur ou égal à 1 sur npi multiplié par 2. Donc pour le premier, ça fait 2 sur 1 pi, plus 2 sur 2 pi, plus 2 sur 3 pi, jusqu'à 2 sur npi, c'est-à-dire 2 sur pi, somme des 1 sur k. Somme des 1 sur k qui diverge, qui converge à plus l'infini. Donc ça va tendre vers plus l'infini. Donc cette intégrale, hein, c'est l'intégrale de valeur absolue de f de t, hein, dt, donc qui est d'une fonction positive. Donc si avec cette suite-là, ça tend vers plus l'infini, ça veut dire que là, ça tend vers plus l'infini. Donc elle est divergente. Et donc finalement, la somme de 0 à plus l'infini de sinus t sur t dt était convergente. La somme de 0 à plus l'infini de valeur absolue de sinus t sur t dt est divergente. Donc cette intégrale-là est semi-convergente. Une propriété qu'on va appeler un critère d'Abel ou une règle d'Abel, mais on verra juste après qu'on a une règle d'Abel qui est plus générale que celle-là. F, une fonction de A plus infini d'un R+, localement intégrable, décroissante, et dont la limite en plus l'infini est égale à 0. Alors ces trois intégrales-là sont convergentes. Démonstration, on prend ça et on constate d'abord que la fonction qui à t fait correspondre f de t cosinus lambda t est localement intégrable parce qu'elle est produite d'une fonction localement intégrable par une fonction continue, donc intégrable. F décroissante positive et donc somme de u à v de f de t cosinus lambda t dt est égale à f de u plus somme de u à 0 à c, pardon, c'est pas 0 là, c'est c, de cosinus lambda t dt. Ça c'est la deuxième formule de la moyenne où c appartient à uv. Et donc ça nous fait ça, voilà, je vous laisse vérifier, ça fait ça. Donc après, quand je prends la valeur absolue de cette intégrale, ça c'est positif, donc ça va faire ça. Ça je peux le majorer par 1 plus 1, 2 sur valeur absolue de lambda.
La limite de f de t en plus infini est égale à 0, donc quel que soit epsilon positif, il existera tel que t supérieur à a implique que f de t est inférieur à epsilon, et comme f est décroissante, pour u supérieur à a, f de u plus est inférieur ou égal à f de u, parce que u plus il est plus grand que u, donc voilà pourquoi on a ça, et donc inférieur à epsilon, et donc ça va être inférieur à epsilon fois 2 sur module de lambda. Voilà, donc je prends un lambda différent de 0, epsilon prime positif, je pose epsilon égal à ça, et je viens de démontrer qu'il existait A, tel que dès qu'on a ça, alors on a ça, et ça, comme je l'ai appelé epsilon prime, eh bien je vais appliquer le critère de Cauchy, et je peux en déduire que, puisque cette fonction-là est localement intégrable, et qu'on a ça juste avant, eh bien l'intégrale est convergente. Alors de même, en remplaçant cosinus par sinus, on obtient que celle-là est convergente, et puis on obtient donc que celle-là est convergente aussi, puisque ça c'est la partie réelle, puis ça c'est la partie imaginaire. En conséquence, cette intégrale-là est convergente, démonstration, on prend cette fonction définie comme ça pour t différent de 0, 1 si t égale 0, elle est continue, le problème de la convergence se pose en plus infini, eh bien je prends cette fonction f, positif décroissante continue, donc intégrable sur 1 plus l'infini. Sa limite c'est 0 en plus infini, et donc d'après ce que je viens de démontrer, somme de 1 plus infini de f de t multiplié par sinus t, là je prends lambda égale 1, d'accord, voilà, et bien ça c'est convergent, d'accord, et comme il n'y avait pas de problème entre 0 et 1, j'en déduis que ça c'est convergent aussi. Enfin, la même chose, mais en remplaçant 1 sur t par 1 sur racine de t, en partant de 1, somme de 1 à plus l'infini d'exponentielle it sur racine de t, somme de 1 à plus l'infini de sinus t sur racine de t dt, et somme de 1 à plus l'infini de cosinus t sur racine de t dt sont convergentes. Eh bien, je prends f de x égale 1 sur racine de x, qui est positive, décroissante sur 1 plus l'infini, d'accord, intégrable parce que elle est continue, hein, ça c'est important à dire, elle est continue, voilà, et donc je peux lui appliquer la propriété précédente avec lambda égale 1, donc si je prends ça, bah, ça fait exponentialité fois f de t dt, hein, c'est exponentielle de i 1t, donc toutes ces trois intégrales sont convergentes. La règle d'Abel, A inférieur à B, qui appartient à R ou qui est égal à plus l'infini, F une fonction de AB vers R+, décroissant, de limite 0 en B, G une fonction de AB vers K égale R ou C, localement intégrable, telle que valeur absolue de l'intégrale, donc somme de AX de G de T dt, majorée par un M positif, quel que soit X appartenant à AB. Alors, cette intégrale-là est convergente. On le démontre d'abord dans le cas où la fonction va de AB vers R. Donc sa limite est égale à 0, donc quel que soit epsilon positif, il existera, tel que pour ça, alors A compris comme ça, tel que si x est entre A et B, alors f de x est inférieur à epsilon sur 2m. F décroissante, donc f a des limites à droite en tout x appartenant à B et est localement intégrable sur AB. Si A est inférieur à U, inférieur à V, inférieur à B, on applique la deuxième formule de la moyenne, et ça c'est égal à ça, multiplié par somme de U à C. Alors C c'est un certain élément entre U et V. Alors si on prend U entre A et B, on a valeur absolue de f de U qui est inférieur ou égal à epsilon sur 2m, donc f de u plus qui est inférieur, parce que f est décroissante, donc f de u plus qui est inférieur à f de u va être inférieur ou égal à epsilon sur 2m. Et valeur absolue de somme de u à c de g de t dt, c'est égal à ça. Et donc, inégalité triangulaire à ça, et donc à ça. Donc maintenant, ça c'est égal à ça c'est inférieur ou égal à epsilon sur 2m, et ça inférieur ou égal à 2m,
Donc, et ça marche quel que soit UV, tel que l'on met ça. Donc, quel que soit epsilon positif, il existera, tel que quand on a ça et ça, alors on met ça. Donc d'après le critère de Cauchy, cette intégrale est convergente. Deuxième cas, donc la fonction arrive dans C, G est égal à U plus IV, U égale partie réelle de F, V égale partie imaginaire de F, AB est dans R, toutes les deux sont de AB dans R, hein, toutes les deux, elles sont localement intégrales puisque F est localement intégrable, et d'autre part, somme de AX de U de T dt, c'est la partie réelle de somme de AX de G dt. Et donc, en valeur absolue, ça va être inférieur ou égal au module de l'autre. Hein. Quand on a Z égale A plus ID, la valeur absolue de A est inférieure ou égale au module de Z. Donc on a ça qui est inférieur ou égal à M, parce que c'est dans les hypothèses. Donc ça, c'est majoré par M, et de même, ça, c'est majoré par M. D'après la partie 1, ça... parce que f est décroissante et tend vers 0 et que u et v sont les intégrales sont majorées, eh bien on sait qu'alors on a ces deux intégrales qui sont convergentes. Bon, f fois u c'est partie réelle de f fois g, f fois v c'est partie imaginaire de f fois g, ces deux-là sont intégrables et donc f fois g va être intégrable sur AB. Donc somme de AB de f de t, g de t, dt est convergente. dt est convergente. Bon. Et ce qu'on ne dit pas, mais c'est évident aussi, c'est qu'en plus, elle est égale à somme de AB de f de u, f de t, pardon, u de t dt, plus i somme de AB de f de t, v de t dt. Intégration par partie avec des intégrales généralisées. Fg de AB vers R, B appartenant à R bar de classe C1, telle que limite de f de x, g de x quand x tend vers B existe et qu'elle est réelle. Alors, les intégrales généralisées somme de AB de f de t, g' de t dt et somme de AB de f' de t, g de t dt sont des intégrales de même nature, et si elles convergent, alors on a cette égalité. Ça, on peut l'écrire au crochet f de t, g de t, compris entre A et B. Alors en B, ça veut dire qu'on prend la limite. Démonstration, on intègre ça par partie sur un x, donc on a cette formule bien connue. Et ça nous fait f de x, g de x moins f de a, g de a, et ça tend vers donc une limite grand R. Et à ce moment-là, on voit que ça admet une limite quand x tend vers B, si et seulement si. Ça a une limite quand x tend vers B. Et donc, cette intégrale est convergente, si et seulement si, celle-là est convergente. Et alors, somme de A à D va être égale à la limite de ce truc-là quand x tend vers B, moins f de A, g de A, d'accord, moins somme de A à B, de f de t, g' de t, dt, et c'est terminé. Exemple, alors, on n'est pas obligé d'appliquer cette formule. Hein. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre sur un segment, puis on passe à la limite après. Par exemple, ici, on va calculer ça. Donc là, on intègre exponentielle moins t, puis on dérive le t. D'accord? Bon, ça nous fait moins x exponentielle moins x, et puis après en 0, ça s'annule. Plus, et là, on intègre ça, comme ça, donc ça fait moins exponentielle moins x plus 1. D'accord? Ça tend vers 0, ça aussi, ça tend vers 1. Donc elle est convergente égale à 1. Changement de variable, f de AB vers R continue, B appartenant à R bar. Et le changement de variable, il va être donné par la fonction phi de alpha bêta. Alors, bêta, il appartient à R bar. Hein, vers AB. Ce qu'on lui demande, c'est d'être de classe C1 strictement croissante. Avec phi de alpha est égal à A. Et limite de phi de x quand x tend vers bêta est égale à B. Alors, les intégrales généralisées, somme de alpha à bêta de f rond u phi' de u du et somme de a à b de f de t dt sont de même nature et si elles convergent alors elles sont égales. Démonstration, on pose f de x est égal à ça. Donc ça on sait que ça fait somme de alpha à bêta de f rond phi de i phi' de u du. Ça c'est le cours sur l'intégrale de Riemann où y est égal à phi moins 1 de x. Alors
car phi là c'est un difféomorphisme de alpha bêta vers AB. Alors, ça veut dire que en fait, puisque phi là était de classe C1 strictement croissant, ça donnait une bijection entre ces deux-là, et on sait que dans ce cas-là, phi moins 1 qui existe, qui est continu, est dérivable aussi, parce que c'est strictement croissant. Donc les dérivés sont jamais nuls, et donc on a affaire en fait à un C1 difféomorphisme, c'est-à-dire les phi est de classe C1, phi moins 1 est aussi de classe C1. Voilà. Donc évidemment la restriction de phi à alpha y est aussi un C1 difféomorphisme vers AX. Voilà. Donc on pose G de X est égal à ça. Et donc on voit clairement que F, alors F évidemment va de AB vers R, G aussi, et que F c'est quoi? Ben, puisque c'est égal à ça, c'est exactement G, mais que j'applique à phi moins 1 de X, parce que Y c'était phi moins 1 de X. Donc c'est G rond phi moins 1. Et donc G va être égal à F rond phi. Donc phi moins 1 est continu, limite de phi de X quand X tend vers bêta est égal à B, limite de phi moins 1 de X quand X tend vers B est égal à bêta, supposons que limite de f de X quand X tend vers B est égal à L. Alors si je prends la limite de f rond phi de X quand X tend vers bêta, ça va être la limite de f, ce truc-là, quand X tend vers bêta, ça tend vers B, donc c'est la limite de f de t quand t tend vers B, et donc ça fait L. Mais ça c'est quoi? Ça c'est G. Limite de G de X quand X tend vers bêta est égal à L. Donc, si ça a une limite grand L, ça a la même limite grand L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette intégrale-là est convergente, alors celle-là est convergente. Alors, là c'est de A à B. Et puis là, ça sera de... Donc, si celle-là est convergente, alors celle-là est convergente. Et elles sont égales. Et maintenant, inversement, si la limite de g de x quand x tend vers bêta est égale à L', alors la limite de g rond phi moins 1 de x quand x tend vers b, phi moins 1 de x tend vers bêta, donc c'est la limite de g de t quand t tend vers bêta, et donc ça va faire L'. Mais g rond phi moins 1, c'est grand F. Donc limite de f de x quand x tend vers b est égale à L'. Donc ça veut dire que si ça tend vers L', autrement dit, si cette intégrale-là est convergente, alors celle-là va être convergente et elles seront égales. Alors tout à l'heure c'était l'inverse. Si celle-là était convergente, alors celle-là était convergente, elles sont égales. Donc on a parfaitement démontré ce qu'on devait démontrer. Un théorème d'Euler, le mathématicien du XVIIIe siècle, le grand, l'immense mathématicien, somme de 0 à pi sur 2 d'ln sinus de t dt est égale à somme de 0 à pi sur 2 d'ln cosinus t dt est égale à moins pi sur 2 ln de 2. Démonstration, bon, ln de sinus t existe et continue sur 0 pi sur 2 parce que sinus t est positif, donc on peut prendre le logarithme. Il est à noter que comme il est entre 0 et 1, ça c'est négatif, donc c'est pas étonnant de trouver un résultat négatif. Pour la convergence en 0, sinus t est équivalent à t au voisinage de 0, donc on peut s'écrire comme ça. Donc ln de sinus t va être égal à ça, et ln de sinus t sur ln de t va être égal à ça, et comme ça tend vers ln de 1, c'est-à-dire 0, et que ça tend vers l'infini, ça tend vers 1. Donc ln sinus de t est équivalent à ln de t au voisinage de 0, et ln de t, ça s'intègre bien au voisinage de 0. Il suffit de prendre a près de 0, et donc on trouve quelque chose comme ça, et comme ça tend vers 0, et ça tend vers 0 aussi, parce que a n'importe. On voit que l'intégrale est égale à pi sur 2, ln de pi sur 2 moins pi sur 2. Donc ça veut dire que somme de 0 à pi sur 2 d'ln de t dt est convergente, et donc celle-là va être convergente aussi, puisque les fonctions sont équivalentes. Quand t appartient à 0 pi sur 2, la fonction est continue,
somme de 0 à pi sur 2 de ln de cosinus dt est convergente, parce que si on fait le changement t égale pi sur 2 moins u, eh bien on tombe sur celle-là qui était déjà convergente. Donc, en plus, ça nous dit qu'elles sont égales. J'appelle i, cette valeur commune, pour t compris entre 0 à pi sur 2, on a ln de sinus de t qui est égal à ça, d'accord? Et entre 0 et pi sur 2, tout ça c'est bien défini, hein. On prend des logarithmes de nombres qui sont positifs. Hein. Et donc, comme cette intégrale-là et celle-là sont convergentes, on en déduit que celle-là est convergente, et qu'elle va être égale à la somme des deux autres, c'est-à-dire à 2i plus ln de 2. Voilà. Donc, plus ln de 2, pi sur 2, pardon, parce que quand j'intègre, ça sur 0 pi sur 2, bien sûr, ça fait pi sur 2 ln de 2. Bon, quand je fais le changement de variable u égale 2t dans sinus de t, puisque j'ai ça, eh bien, je trouve que ça nous fait ça. D'accord? Et donc, celle-là est convergente. Et donc, celle-là, ça nous fait un demi. Oui, ben, ça nous fait un demi de somme de 0 à pi de ln de sinus u du. Alors, ln de sinus t dt entre 0 et pi, c'est somme de 0 à pi sur 2, de somme de 0 de pi sur 2 à pi, et celle-là étant convergente et celle-là aussi, celle-là est donc convergente. Et elle va être égale à la différence des deux. Bon, et enfin, somme de 0 de pi sur 2 à pi de ln sinus de t, en faisant le changement comme ça, je tombe sur celle-là qui est convergente, donc ça c'est convergent, mais je le savais, et c'est égal à i. Donc si je mets bout à bout, 2 que j'ai oublié, mais c'est pas très grave, 3 et 4, j'obtiens quoi? Qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens que je suis un peu perdu là. Ah oui, j'avais ça, qui est égal à ln de 2 fois pi sur 2 plus 2i. D'accord? Ça, c'était somme de 0 à pi sur 2 de sinus de t. Mais le somme de 0 à pi sur 2 de sinus de t, il était égal à 1 demi de. 1 demi de quoi? De ln de sinus de u. Entre 0 et pi. Et celui-là, il est égal à cette fonction-là plus celle-là, mais j'ai vu ici que les deux étaient égales à i. Donc ça fait 1 demi de 2i égale ln de 2 fois pi sur 2 plus 2i, d'où je tire facilement que i est égal à moins pi sur 2 ln de 2. Donc c'est pas étonnant que c'est négatif, mais ça je l'ai déjà dit, parce que ln de sinus de t est inférieur à 0 sur 0 pi sur 2, tout simplement parce que sinus de t est entre 0 et 1, donc inférieur à 1. Terminons le chapitre en abordant la question des intégrales généralisées qui dépendent d'un paramètre. Donc on va examiner, comme pour l'intégrale de Riemann, on avait déjà examiné cette question, on va examiner la continuité et la dérivabilité. Donc on appelle H1 la proposition qui dit que f est une fonction de i croix AB, B appartient à R bar, I est un intervalle de R, vers E complet, qui a xt associe f de xt. Je suppose qu'elle est continue, continue en xt. Donc continue sur i croix AB. Quel que soit x appartenant à i, je note fx, l'application partielle, qui a t appartenant à AB associe f de xt. Et évidemment, comme f est continue, cette application partielle est continue, donc localement intégrable sur AB. H2, c'est la proposition qui dit que quel que soit x appartenant à E, l'intégrale généralisée, que je note grand f de x, égale somme de AB de f de x dt et t dt, est convergente. Alors évidemment, cette intégrale, elle est égale à ça, d'accord? Et la question que je me pose, c'est f est-elle continue? Donc pour ça, on va introduire une nouvelle notion qui est celle d'intégrale uniformément convergente. On suppose H1 et H2 réalisés. On les prend comme hypothèse. On dit que l'intégrale somme de AB de f de xt dt est uniformément convergente, donc c'est cette intégrale, si elle vérifie la condition H'2,
quel que soit epsilon positif, il existe A compris entre A et B, indépendant de X, tel que dès que U est entre A et B, norme de somme de U à B de f de x de t dt est inférieure ou égale à epsilon, quel que soit X appartenant à I. Alors, f est continu. Démonstration, on prend une suite Bn de AB qui converge vers B. Il existe n. Alors, en fait, on prend d'abord epsilon, et puis on écrit ça. Et ensuite, on prend une suite qui converge vers B. Il existe n, tel que n supérieur ou égal à n implique Bn est supérieur ou égal à A, celui-là. Et donc, on va avoir somme de Bn à B de f de xt dt qui est inférieur ou égal à epsilon. Fn de x qui est égal à somme de A à Bn de fx dt est continue. Alors, elle est continue, elle, parce que f est continu en xt. Donc ça, c'est le chapitre sur l'intégrale de Riemann, quand on a vu justement les intégrales dépendant d'un paramètre. On sait que ça, c'est continu en x. f de x moins fn de x, en norme, est égal à norme de somme de a à b de f de x de t dt moins somme de a à bn de f de x dt, ce qui est égal à norme de somme de bn à b de f de x de t dt. Et donc, ça va être inférieur ou égal à epsilon. Et donc, la suite f, ça, inférieur à epsilon, ça veut dire que la suite fn est uniformément convergente vers f. Mais les fn étaient des fonctions continues, et on est dans un espace E qui est complet. Donc, fn, la suite étant uniformément convergente vers f, et les fn étant continues, grand f est continu. Grand F est continu, bah c'est exactement ce que je voulais démontrer. Condition de Cauchy. Alors on suppose H1, et maintenant on ne suppose pas H2, on suppose H seconde 2, qui dit que quel que soit epsilon positif, il existe A, comme ça, tel que dès qu'on a ça, alors norme de somme de U à V de f de x de t dt est inférieure ou égale à epsilon. Donc ça, on dit que l'intégrale est uniformément de Cauchy. Alors on va voir que si elle est uniformément de Cauchy, elle est uniformément convergente, et donc et qu'elle implique H1, H2 et H'2, et donc que F est continu. Mais là, il faut démontrer tout ça. Donc alors, somme de A à B de f de x de t est uniformément convergente, donc F est continu. Démonstration. On fixe x et on examine norme de somme de U à V de f de x de t dt, qui est inférieure ou égale à epsilon, parce que j'ai d'abord commencé par prendre epsilon et j'ai écrit ça. Maintenant je fixe x et donc j'ai ça. Donc, norme de somme de U à V de f de x de fx de t dt est inférieure ou égale à epsilon. D'après Cauchy, somme de A à B de fx, n'oublions pas qu'il est fixé le x, de t dt est convergente. Quel que soit x appartenant à i. Donc ça me donne H2. Ça m'assure que l'intégrale généralisée existe. Voilà. Donc là, je me retrouve avec H1 et H2. Alors maintenant, je vais démontrer en fait H'2. Donc H'2, il va falloir que je démontre un truc comme ça. Somme de U à V, norme de somme de U à V de fx de t dt est inférieure ou égale à epsilon, je fais tendre V vers B pour avoir ça. Et quand V tend vers B, eh bien j'ai limite, quand V tend vers B, de somme de U à V, alors en norme, fx de t dt, qui est inférieure ou égale à epsilon. Or, cette limite qui existe, parce que j'ai démontré que l'intégrale était convergente, c'est somme de U à B de fx de t dt. Donc j'ai ça qui est inférieur ou égal à epsilon. Quel que soit epsilon positif, il existait A, et puis dès que U est supérieur à A, eh bien j'ai ça. Et donc ça, c'est exactement H'2. D'accord? Et comme j'avais déjà H2 avant, j'avais H1 plus H2, maintenant j'ai H'2, je le retrouve dans les conditions que j'avais ici, et donc je peux en déduire que F est continu. Voilà.
Cas particulier, mais très important, c'est le cas, on pourrait dire que c'est une convergence normale. J'ai l'hypothèse H1, et j'ai aussi que f de xt est inférieur ou égal à une fonction g de t. Alors, g, c'est une fonction définie sur AB, à valeur d'un R+. Donc, c'est une fonction positive, et je la suppose continue, et je suppose en plus que somme de AB de g de t dt est convergente. En fait, c'est ce que je vais avoir ici, c'est des conditions très fortes pour démontrer que grand f est continu. Alors, on a h seconde 2, donc on a aussi h'2, h2 et f. Pour le moment, je n'ai que h1 et ça. Somme de AB de g de t dt est convergente, donc elle est de Cauchy. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe grand A tel que, alors grand A entre A et B, tel que si UV est supérieur à grand A et inférieur à B, alors somme de UV de g de t dt est inférieure à epsilon. Je ne mets pas les valeurs absolues. Ah oui, E est égal à R. Je ne mets pas les valeurs absolues parce que G est positive. Alors, si je prends valeur absolue de somme de UV de f de x de t dt, eh bien, je sais que c'est inférieur ou égal à ça, c'est-à-dire à l'intégrale de valeur absolue de f de x t dt. Et comme ça, c'est inférieur ou égal à g de t, ça va être inférieur ou égal à somme de UAV de g de t dt. Donc inférieur à epsilon, quel que soit x appartenant à i. Donc ça veut dire que la condition h seconde d, c'est-à-dire uniformément de Cauchy, h seconde 2, h2 seconde, voilà, est réalisée. Et donc je me retrouve dans cette condition-là, et donc j'ai h1 et h seconde 2, donc je vais avoir h1, h2, h'2 et grand f qui est continu. On étudie maintenant la dérivabilité des intégrales généralisées qui dépendent d'un paramètre. Donc on a l'hypothèse H1 d'une fonction f définie sur i croix AB vers E complet, B appartenant à R bar, I étant un intervalle de R, qui à xt fait correspondre f de xt. On suppose qu'elle est continue et que d rond f sur d rond x, qui est défini sur i croix AB dans E, est continue aussi. Et on a l'hypothèse H2, il existe x0 appartenant à i, tel que l'intégrale généralisée somme de AB de f de x0t dt est convergente, et l'intégrale somme de A à B de d rond f sur d rond x en xt dt est uniformément convergente sur i. Alors, la somme de A à B de f de xt dt est une intégrale généralisée convergente quel que soit x appartenant à i, on l'appelle f de x. Donc ça définit une fonction grand F qui va être dérivable, donc continue sur grand I, et aussi f' est continue sur i, donc grand F est de classe C1 en fait. Et f' de x est égal à la somme de A à B de d rond f sur d rond x en xt dt, quel que soit x appartenant à i. Démonstration, on suppose ici que i est un segment de R, donc de la forme alpha-bêta, soit Bn une suite de AB convergent vers B, grand Fn de x égale somme de A à Bn de f de xt dt et continue, dérivable, parce que f et d rond f sur d rond x sont dérivables sur ABN. Donc là, on utilise en fait un théorème vu avec les fonctions, avec les intégrales de Riemann. D'accord ? Voilà. On sait que f'N de x est égal à somme de A à Bn de d rond f sur d rond x en xt dt. Et norme de f'N de x moins f'P de x va être égale, donc là on applique la relation de Chasles, à somme de BP alors somme, sauf qu'on prend la norme, voilà, norme de somme de BP à Bn de d rond f sur d rond x en xt. Alors l'intégrale somme de A à B de d rond f sur d rond x en xt dt est uniformément convergente, ça c'est l'hypothèse H2, donc d'après, elle est uniformément de Cauchy, et donc quel que soit epsilon positif, il existe A, tel que pour UV supérieur à A, on a norme de d rond f sur d rond x en xt dt, donc de la somme de U à V, est inférieur ou égal à x, quel que soit x appartenant à i, mais Bn tend vers B.
Donc il existe un n tel que pour n et p supérieur ou égal à grand N, eh bien on va avoir Bn et Bp qui vont être supérieurs ou égal à A, et donc on va avoir ça. À chaque fois que n et p sont supérieurs à n, on va avoir donc norme de somme de Bp à Bn de d rond f sur d rond x en xt dt inférieure ou égale à epsilon. Ce qui veut dire que norme de f'n de x, puisque ça, moins f'p de x, est inférieur ou égal à epsilon, quel que soit x appartenant à i, puisque c'était ça. Donc la suite f'n est converge uniformément vers une fonction g, j'appelle g de i vers e. Mais fn de x0, c'est somme de a à bn de f de x0 dt dt, et ça donc est égal à somme de a à bn de f x0 en t dt, ça converge vers somme de a à b de f de x0 de t dt, d'accord? Parce que ça, on a supposé que c'était une intégrale généralisée convergente. Donc finalement, j'ai f'n qui est une suite uniformément convergente vers g avec fn de x0 qui est convergente. Donc j'en déduis par un théorème que je vais rappeler tout de suite que grand Fn converge uniformément sur i vers une fonction que j'appelle h de i vers e, que h est dérivable et que sa dérivée est égale à g. Ce théorème, c'est le suivant. Si j'ai grand Fn, une suite de fonctions dérivables sur un segment, tel que la suite des dérivées converge uniformément vers une fonction g, et que pour un x0, eh bien fn de x0 est convergente, alors fn converge uniformément vers une fonction f dérivable dont la dérivée est égale à g. Alors là, c'est pas f que j'ai mis, mais c'est h, mais c'est tout pareil. Voilà. Donc ici, j'applique que fn converge uniformément vers h, donc simplement vers h, donc quel que soit x appartenant à i, limite de fn de x quand n tend vers plus l'infini est égale à h de x appartenant à e. Donc ça veut dire que ça, somme limite quand n tend vers plus l'infini de somme de a à bn de f de x de t dt est égale à h de x. Et ceci, quelle que soit la suite bn qui tend vers b. D'accord? Donc ça veut dire que somme de a à b de f de x de t dt est une intégrale convergente, généralisée convergente, et qui est égale à h de x. Voilà. On a donc h qui est égal à f parce que f avait été défini ici, comme ça. Donc on a la fonction h, c'est en fait la fonction f, où f de x est égal à ça. De plus, la dérivée de f'n tend uniformément vers g. Donc f'n converge simplement vers g, je refais la même chose avec les dérivées. Donc quel que soit x appartenant à i, limite de f'n de x quand n tend vers plus l'infini est égale à g de x. Donc ça veut dire que la limite, c'était quoi les f'n? C'était ça, de quand n tend vers plus l'infini de a, somme de a à bn de d rond f sur d rond x en xt dt est égale à g de x. D'accord? Donc g de x est égal à somme de a à b de d rond f sur d en xt dt, parce que ça, on savait déjà que c'était une intégrale qui était généralisée convergente. Donc h est dérivable, on sait que h est dérivable, que h' égale g, mais h est égal à f, donc f est dérivable et f' de x est égal à g. Or g, c'est ça, d'accord? Quel que soit x appartenant à i. Alors on voit que au passage que f' est continu, parce que dessous, là, ça, c'est continu en xt, d'accord? F' est continu car ça c'est uniformément, c'est uniformément, ça c'est continu, uniformément convergente sur i. Cette intégrale est uniformément convergente sur i.
Voilà, ça c'est important, très important. Ça c'est ce qu'on a vu dans le théorème précédent. Donc là, ben, j'ai expliqué, il ne nous reste plus qu'à voir le cas de où I est un intervalle quelconque de R. À ce moment-là, on prend J égale alpha bêta, contenant x0, includant I. On sait que F et des ronds F sur des ronds X sont continus sur J, donc vont être continus sur I, donc sur J, c'est le contraire. Sont continus donc sur J, et que des ronds, somme de A à B de des ronds F sur des ronds X en XT est uniformément convergente sur I, donc sur J. Donc on peut appliquer ce qu'on a vu précédemment, F est dérivable sur J, F' de X est égal à ça, quel que soit X appartenant à I, et F' est continu sur J. Et ça, c'est vrai à ce moment-là, quel que soit le segment fermé J inclus dans I qui contient X0. Donc ça veut dire que F est dérivable sur grand I, qu'elle est continue sur grand I, et que F' de X est égal à la somme de A à B de des ronds F sur des ronds X en XT dt, quel que soit X appartenant à grand I, et c'est terminé. Convergence normale et dérivation. Alors ça c'est une propriété importante qu'on va souvent utiliser, enfin quand on peut. Hypothèse H1, f est une fonction de I croix AB vers E complet, I un intervalle de R, B appartenant à R bar, qui à XT fait correspondre f de XT. On suppose f continu et des ronds F sur des ronds X continu. H2, il existe un point de I où somme de A à B de f de x0t dt est une intégrale généralisée convergente. H3, norme de des ronds F sur des ronds X en XT est inférieure ou égale à G de T, à une fonction, donc à G de T, où G va être une fonction de AB vers R positive, localement intégrable sur AB, est telle que l'intégrale de A à B de G de T dt est convergente. Voilà. Ça, quel que soit XT appartenant à I croix AB. Alors, eh bien, alors, ça, somme de A à B de f de xt dt, ça existe, quel que soit x appartenant à I. On l'appelle f de x. Ça, cette intégrale-là est uniformément convergente. F est de classe C1, la fonction f qui est ici. Et f' de x est égal à somme de A à B de des ronds f sur des ronds x en xt dt, quel que soit x appartenant à I. Démonstration. Somme de A à B de G de T dt est convergente, donc on peut lui appliquer le critère de Cauchy. Quel que soit epsilon positif, il existe grand A, compris entre petit a et petit b, tel que pour UV supérieur à A, on a 0. Alors ça, j'ai mis le 0, de toute façon G est positive. Somme de U à V, il n'y a pas besoin de mettre les valeurs absolues, parce que G est positif, inférieur à epsilon. Bien, des ronds F sur des ronds XT, norme en norme, est inférieur ou égal à G de T. Donc, je vais écrire que norme de somme de UAV de des ronds F sur des ronds X en XT dt est inférieur ou égal, je passe la norme dedans, ça, je rends plus petit que G de T, et ça, c'est inférieur à epsilon. Donc, elle vérifie le critère de Cauchy, et donc, cette fonction-là, cette intégrale-là, est uniformément convergente, et c'est gagné. Alors, parce que maintenant qu'elle est uniformément convergente, comme j'ai H1 et H2, et puis ça, je peux en déduire que, d'après la propriété précédente, que grand F de x égale somme de A à B AX de F de T dt, somme de A à plus à B, pardon, est convergente quel que soit x appartenant à I, que F est dérivable et même de classe C1 et que f' de x est égal à la somme de A à B de des ronds f sur des ronds x en xt dt. Exercice, on va étudier la fonction f de x égale 0, de somme de 0 à plus l'infini de 1 sur x2 plus t2 dt pour x appartenant à R étoile plus, un classique qu'on trouve sur internet. Donc on utilise la fonction f définie sur R plus étoile croix 0 plus l'infini, qui à xt fait correspondre 1 sur x2 plus t2, donc il n'y a pas de souci parce que x au carré est toujours strictement positif. Cette fonction-là est continue car composée
de xt donne x et xt donne t, et puis ensuite on fait des carrés de somme. Et comme c'est positif, en plus, on peut prendre l'inverse, enfin 1 sur t, qui est une fonction continue, donc f est bien continu. De plus, si a est positif et x est supérieur à a, eh bien je vais avoir valeur absolue de f de xt qui va être inférieur ou égal à 1 sur a2 plus t2, parce que x est supérieur ou égal à a. Donc ça, c'est inférieur ou égal à cette fonction g de t. Fonction g de t dont l'intégrale est convergente entre 0 et plus l'infini, parce que au voisinage de plus l'infini, 1 sur a2 plus t2 est équivalent à 1 sur t2. Voilà. Donc f, alors f est donc défini et continu, hein, de ce qui ressort là, f est défini et continu sur r plus étoile croix r. Alors maintenant, on va regarder la dérivée partielle des ronds f sur des ronds x, qui est égale à ça. Et je peux dire qu'en valeur absolue, elle est égale à 2x, parce que x est positif, hein, je rappelle. Donc, et si je me mets sur un segment AB pour x, donc a est positif et b supérieur à a, je vais rendre ça inférieur ou égal à 2b sur a2 plus t2. Or, il se trouve que cette fonction-là, eh bien, elle va être, qui est définie sur 0 plus l'infini, et elle a une intégrale qui est convergente, parce qu'elle aussi, c'est équivalent à 2b sur t2, ça. Donc c'est une intégrale convergente, et donc j'en déduis que grand F est dérivable, qu'elle est de classe C1 sur AB, que cette intégrale-là est convergente pour x appartenant à AB, et que f' de x est égal à ça, quel que soit x appartenant à AB. Mais comme je fais varier A et B de cette façon-là, aussi près que je veux de 0 et aussi grand que je veux pour B, j'en déduis que f est de classe C1 sur 0 plus infini et que f' de x est égal à somme de 0 plus infini de moins 2x sur x2 plus t2 au carré dt, quel que soit x appartenant à r plus étoile.